Bonjour à tous et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve après une semaine de maladie, donc vous allez m'entendre parler un petit peu du nez sur les 2, 3, 4, 5 prochaines vidéos. C'est pas grave, voilà, je suis pas totalement rétablie mais ça va mieux. Et il est temps de faire le bilan lecture de ce mois de juin. Vous allez voir, il est rikiki par rapport à d'habitude. Cela s'explique par deux choses. Déjà, j'ai été malade pendant une semaine et j'ai quasiment rien pu lire, genre vraiment... Littéralement, je crois que pendant une semaine j'ai rien lu. J'ai lu un livre en l'espace de 2 jours, mais sinon après, voilà, j'ai rien lu. Et aussi le fait que j'avais plusieurs grosses briques qui m'ont pris une bonne partie du début du mois. Je pense notamment, vous allez le voir, au dernier tome de cette sœur et au premier tome de la trilogie, donc 1, 2, 3, du coup en fait les tomes 1, 2, 3 en français, des Aventuriers de la mer, et ça m'a pris déjà pas mal de temps, sachant que ces deux romans correspondent à peu près à l'équivalent de 2000 pages. Mais voilà, il y a aussi la fatigue, la maladie, et il y a plein de choses qui ont fait que voilà, j'ai pas eu énormément de temps de lire. C'est pas grave, voilà, c'est pas le meilleur mois de l'année, on va pas mentir, mais ça avait très bien commencé. Et ça a fait voilà, mais bon, ça c'est un peu une histoire de manie, j'ai l'impression que c'est assez régulièrement comme ça au niveau de mes lectures, mais c'est pas grave. Bref, je vais parler un petit peu statistiques dès que j'aurai retrouvé mon téléphone. Donc, au niveau de mes stats, j'ai lu 7 livres, c'est pas ouf, mais j'ai lu en physique 2308 pages et j'ai écouté 62 heures d'audio. C'est mon meilleur mois, hein. Je n'ai jamais fait ce score-là, mon plus gros avant c'était 34. Donc j'ai doublé mon écoute. Mais en même temps, c'était un peu ma seule solution d'avancer ces derniers temps avec la fatigue. Et voilà. L'audio m'a beaucoup sauvée et d'autant plus quand j'ai été malade. Voilà. C'est très pratique j'avoue et j'ai énormément poncé l'audio. Donc en fait là ce que je ne mets pas dans mes stats c'est que du coup les 62 heures d'audio je les ai pas transformées en nombre de pages effectives, ce qui fait que en fait on n'est pas du tout sur 2308 pages, on doit être plutôt aux alentours de 4000 et quelques pages, donc finalement c'est assez traditionnel au niveau de mon nombre de pages. Je n'ai pas abandonné de livres ce mois-ci. J'ai failli mais je me suis accrochée. Je n'ai lu aucun livre en anglais ce mois-ci, je pense que j'avais pas le temps ni l'envie, mais j'ai lu un roman graphique, on y reviendra. C'est un bilan, voilà, je vous l'ai dit en début de vidéo, qui est un peu mitigé. C'est pas grave, franchement je commence à me détacher un petit peu de tout ça. Bref, il n'y a pas mort d'homme. Sur ces 7 livres, j'ai lu 4 SP et 3 lectures à moi perso entre guillemets, même si pour moi ce sont toutes des lectures perso, mais il y a quand même 4 livres qui m'ont été envoyés par des maisons d'édition, je vous en parlerai à chaque fois. On va passer au point saga parce que là il y a eu un changement majeur. Alors, on va commencer par les sagas que j'ai terminées. J'ai terminé les 7 sœurs, donc on a une saga en moins. J'ai commencé 2 sagas. Enfin 3, mais celle-là je pense pas que je la continuerai. J'ai continué une seule saga, donc les détectives du Yorkshire, mais là où je vous dis qu'il y a eu un grand changement, c'est que en fait j'ai abandonné beaucoup de sagas. J'ai décidé de faire un gros tri, ce qui fait qu'en fait finalement je suis redescendue à 53 sagas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait du tri. J'ai fait du tri dans mes armoires, dans mes rangements, et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de lire cette saga ? Et alors là, il va y avoir des déçus. Puisque j'ai décidé d'abandonner Le Prince Cruel. Je sais, il va y avoir beaucoup de choqués, mais en fait j'ai lu le premier tome il y a hyper longtemps et j'ai plus envie. J'ai plus envie. Je le gardais en me disant, mais j'ai plus envie. J'ai abandonné Phobos. Victor Dixon. Ça me fait un peu mal au cœur parce que en fait c'est Aurélie qui m'a offert le 2e tome et je vous avoue qu'on l'a lisé ensemble et qu'elle l'a abandonné et j'avais pas envie d'abandonner une saga alors que le 2e tome c'était Aurélie qui me l'avait offerte et tout. On est allé voir Victor Dixon, on l'avait fait dédicacer, mais en fait je me rends compte que j'ai plus du tout envie de lire cette saga, donc il y a un moment, voilà, j'ai décidé de m'écouter. J'ai aussi abandonné Legendborn alors que j'avais adoré le premier tome. Pourquoi ? Parce que je me souviens plus du tout des détails et qu'il faudrait que je relise le premier livre et que j'ai pas envie de le relire et que le 3, je sais pas quand il va être sorti parce que la date de diffusion ne fait que voilà, continuer et en fait je pense qu'il y a eu un moment où je lis tellement de nouvelles choses et je lis tellement de livres que si je ne lis pas rapidement la suite,
je perds l'intérêt. Et là c'est exactement ça. J'ai complètement perdu l'intérêt pour Legendborn. C'est dommage parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, j'ai décidé qu'il fallait un petit peu, comment dire, couper dans l'art et voilà, choisir et intelligemment ce que j'avais toujours envie de lire. Ce qui n'était pas le cas, j'ai aussi arrêté. Et ça me fait un petit peu mal au cœur, les eaux d'émeraude, donc Jade City. J'ai entendu partout sur la toile que cette saga était incroyable, les anglophones ne font que en parler, le tome 2, le tome 3, c'est génial, je sais que apparemment le tome 2 et le tome 3 sont géniaux. Mais du coup je suis arrivée dans cette saga en ayant tellement envie de l'aimer que le tome 1, même si je savais qu'il était moins bon que les autres, j'ai pas réussi à aimer cette saga, ce qui fait que j'ai même pas encore acheté le tome 2. Et en fait, force est de constater que voilà, j'ai pas envie de la lire, j'ai pas vraiment envie de la lire, ce qui fait que je l'ai aussi abandonnée. Tout ça pour dire que je suis redescendue à 53 sagas, parce que j'ai fait un gros tri. Et je pense qu'en fait, il était temps. Là, je pense que je vais refaire des tris encore. Pas dans les sagas, parce que j'ai déjà bien fait des tris dans les sagas, mais dans tous mes livres à garder. Je commence à avoir envie de vraiment diminuer ma pile à lire. On va retourner à notre update lecture, hein, parce que voilà. Donc voilà, ce mois-ci, en fait, techniquement, j'ai pas fini beaucoup de sagas, mais j'en ai abandonné beaucoup, j'ai fait beaucoup de tri. Donc finalement, on est redescendu à 53 sagas, ce qui est pas plus mal, parce que dans mes SP j'ai beaucoup de débuts de saga et que ben, je sais que ça va remonter là cet été si je les lis. Ça va vraiment remonter très haut. Donc c'était nécessaire que je fasse ce tri pour éviter de, je vous rappelle, dépasser 60 qui était mon chiffre du début d'année et que je ne souhaite pas dépasser. Parce que après ça fait trop et bah, je me retrouve avec, comme je vous disais, des sagas que j'ai lues il y a hyper longtemps et j'ai lu que le tome 1 et j'ai plus envie de les lire. Et ça je ne veux plus. Je ne veux plus, donc je veux garder 60 comme un max. Pourquoi 60? Tout simplement parce que c'était mon chiffre de départ de l'année. Si je suis en dessous, c'est mieux. Voilà, mais faut pas trop s'en demander non plus. Donc on va passer à mon update lecture. Et je pense qu'on va faire du moins bon au meilleur. C'était clairement ça. C'était donc ma seule BD du mois qui est un SP qui m'a été envoyé par Gallimard Jeunesse. Ça s'appelle Cadavre Exquis et c'est écrit par Pénélope Bagieux. Pénélope Bagieux, j'adorais tout ce qu'elle faisait à l'époque de son blog, c'est-à-dire il y a fort longtemps, vraiment il y a fort longtemps, j'étais au lycée. Donc c'était entre 2007 et 2010 à peu près. J'adorais ce qu'elle faisait sur les réseaux, sur son blog, parce qu'à l'époque Instagram n'existait pas, oui, fut un temps Instagram n'existait pas. Et bah, du coup quand j'ai vu qu'il sortait des rééditions de ses BD, j'avais très envie de les découvrir. Autant son style graphique me plaît toujours autant l'histoire je ne l'ai pas aimé. J'ai pas été... Voilà, je trouvais que ça allait trop vite, que c'était pas fifou et que ouais, alors oui, il y a quand même des messages de féminisme, de voilà, de place de la femme, de force de la femme, mais j'ai pas été convaincue. Donc je vais pas en parler plus longtemps, ça a été un petit flop. Bon, heureusement, ça se lit très vite, vu qu'il y a 123 pages, autant vous dire que 123 pages de BD, surtout en format carré comme ça va très vite, mais j'ai pas été convaincue. Je crois que je préfère culotter. Ensuite, malheureusement, le Serment des 7 miroirs de Samuel Rouget, publié chez Girlstream. Alors, je vais modérer mon propos. Je n'ai pas aimé cette lecture. C'est juste que j'en attendais plus et du coup je suis un petit peu déçue. Je pense que beaucoup de gens peuvent aimer ce roman, donc attention à ce que je vais dire à la suite. Je pense que c'est un bon roman, je pense juste que ce n'est pas par rapport à mes attentes quelque chose qui me correspond totalement. Mais j'aimerais beaucoup que ce genre de roman soit énormément représenté dans les écoles, dans les CDI, voilà, que ce roman soit énormément lu par les jeunes personnes parce que je trouve qu'il est très intéressant. C'est juste qu'il est trop jeunesse. Vous l'aurez compris, c'est un roman qui est très jeunesse et ben parfois ça passe, parfois ça casse avec moi parce que moi j'aime des choses un peu plus adultes et un peu plus creusées on va dire. Mais en fait c'est là où j'aimerais bien vraiment modérer mon propos. Je l'ai reçu en service de presse mais que je l'ai reçu en service de presse ou pas, ça change rien. Je pense vraiment qu'il est très intelligent, qu'il est bien fait, qu'il y a plein de thèmes qui sont importants, que c'est bien abordé, que les personnages sont très sympas et vraiment je pense que c'est un bon livre. C'est juste que moi je l'ai trouvé un peu trop jeunesse à mon goût. C'est tout, vraiment, et je pense que c'est très important parce que je voudrais pas lui donner mauvaise presse. L'auteur est très sympa en plus, enfin ça n'a rien à voir, mais l'auteur est très sympa. J'aime beaucoup cette maison d'édition et je voudrais pas
comment dire, gâcher son exposition médiatique parce qu'en fait je suis juste pas la cible. C'est tout. Sinon, c'est vraiment un roman très chouette. À la base, c'est une école de magie, c'est une école pour apprendre à maîtriser la magie du vent. Alors la magie sous toutes ses formes, vous avez par exemple des cours de danse du vent qui permet en fait de voler à travers les courants du vent pour pouvoir vous déplacer. Il y a un cours pour apprendre à murmurer des rumeurs qui sont en fait un petit peu comme si vous passiez un coup de téléphone, mais du coup c'est le vent qui transporte les messages. Voilà, c'est ce genre de magie. Et en fait on va suivre Nahaliss, qui est une jeune fille qui a été un petit peu gardée en autarcie par son grand-père dans un petit village qui est secret, personne ne sait comment y aller et tout. Et vient le jour où elle doit rejoindre cette fameuse étude en fait, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais voilà, cette académie. Et donc elle va s'y rendre. Elle est différente parce que tous ses camarades ont les cheveux argentés et elle a les cheveux roses. Du coup ça a créé une espèce de distance avec ses camarades. Et va commencer voilà, cette espèce d'académie. Il y aura aussi un tournoi qui va se dérouler, mais j'en dis pas plus. Mais il y a également pas mal de rêves par rapport à des miroirs qui sont inquiétants, qui sont traumatisants, et des choses un peu bizarres qui vont commencer à se passer. Et donc Nahaliss, elle va essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait c'était très bien, c'est juste que c'était trop jeunesse pour moi, dans le sens où tout allait un petit peu trop vite, c'était un petit peu trop simple à mon goût. Voilà, je pense vraiment qu'il y a des messages qui sont importants au niveau de la tolérance, au niveau de la diversité, au niveau voilà, de l'entraide. Il y a des messages qui sont très sympas. Il y a des descriptions de l'endroit qui sont vraiment féeriques et magiques. Vraiment c'est hyper beau, c'est très Ghibli, c'est tout doux, voilà, c'est cette cité dans les nuages, dans les cieux. Mais comme tout roman qui pour moi est plutôt jeunesse, tout va un peu vite. Et là c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu. J'ai trouvé que tout allait un petit peu vite à mon goût, encore je le répète. C'est par rapport à mes goûts personnels, j'aspire à des choses un peu plus adultes je pense. Des fois ça passe avec le jeunesse. Là, il y avait matière à ce que ce soit vraiment très très bien, mais c'était un peu trop rapide. Je pense que le tournoi par exemple aurait eu sa place plutôt dans un tome 2, c'était pas nécessaire de le mettre là, surtout sur 350 pages, c'était pas nécessaire, peut-être un peu plus creuser les cours, l'école, voilà, et que garder le tournoi pour un autre moment, c'était pas... Voilà, je trouvais que ça donnait un rythme beaucoup trop rapide au récit, mais c'était quand même un très chouette roman, il a objectivement de très grosses qualités, c'est juste que je suis pas le public cible. Ensuite, et là ça me fait un petit peu mal au cœur, hein, Désir immortel de Chloé Gong, publié chez Sabran. C'est le début d'une duologie qui va dans un univers asiatique futuriste et un petit peu fantaisiste, enfin surtout fantastique, parce que c'est pas vraiment de la fantaisie, je trouve que c'est plus du fantastique. Va réinventer le mythe de Marc-Antoine et Cléopâtre à travers des jeux qui ressemblent un petit peu à des Hunger Games 1. En fait, tous les ans, vous avez des jeux qui se déroulent en fait dans la ville, donc c'est même pas dans une arène, c'est dans la ville, et les gens sont volontaires puisque s'ils gagnent, ils gagnent en gros l'or, toute leur vie, voilà, la richesse pour leur famille. Si jamais ils perdent, ils sont dédommagés par la couronne, ce qui fait qu'ils vont mourir mais que leur famille pourra subvenir à ses besoins dans un monde où la famine règne, où tout le monde est vraiment dans la misère, et du coup ça motive pas mal à participer à ces jeux. Je crois qu'il y a 100 personnes qui participent tous les ans et un vainqueur évidemment. On va suivre notamment deux personnages. Anton, qui est un personnage qui est un peu en exil et qui va essayer de participer à ces jeux pour réveiller une fille qui est dans la famille royale, qui est son ancien amour et qui est un petit peu dans le coma, voilà. Et en fait lui il veut la libérer. Et on va suivre Kaya, qui elle aussi est un membre de la famille royale, mais c'est un petit peu bizarre parce que dans ce monde là vous avez deux familles royales et du coup en fait qui règnent chacune sur un bout de l'univers. Et donc Anton fait partie de la première famille royale, mais pas vraiment de sang, je crois que c'est plus... Enfin c'est pas exactement... Ils sont pas reliés par le sang on va dire. Et elle fait partie de l'autre, et du coup elle, ce qu'elle veut c'est tuer le roi de la deuxième famille, puisqu'elle a déjà tué ses propres parents, et en fait elle veut complètement abolir la monarchie, elle veut que le chaos subsiste, et donc elle va également sous un autre pseudonyme participer à ces jeux. Le petit twist qu'il y a, c'est que certaines personnes sont capables de faire des sauts, et c'est-à-dire changer de corps, prendre possession d'un autre corps, ce qui fait que par exemple Anton, personne
ne peut voir qui il est, puisqu'en fait à chaque fois il emprunte des corps différents. Kaya, elle saute pas, elle sait le faire mais elle le fait pas. On sait pas pourquoi au début, voilà, mais en tout cas elle ne le fait pas, donc elle est vraiment un visage découvert. C'était franchement très intéressant, et là où j'étais déçue, c'est juste que j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai eu du mal à vraiment prendre le truc en marche. C'était un peu trop descriptif au début, un peu trop long, un petit peu comme en fait ces plaisirs violents. Au début j'avais vraiment du mal, c'est devenu une de mes sagas préférées, donc voilà. Mais je trouve que ces débuts de saga, Chloé Gong elle a tendance à alourdir un petit peu sa plume et à nous raconter plein de choses qui nous perdent un petit peu, et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti avec ce roman. C'était quand même un roman très chouette, mais je pense que voilà, ça a été une lecture un petit peu dure à suivre, un petit peu ardue au début. La fin était beaucoup plus haletante et du coup j'avais enfin compris l'univers, les mécanismes, et j'étais bien plus à fond dedans, mais le début était un petit peu difficile à suivre. Mais bon, c'était quand même une bonne lecture, je vais pas me plaindre. C'était un service de presse, je suis très contente de l'avoir demandé en brochet parce que je trouvais que le relié en plus n'avait pas d'utilité, donc je suis contente de ne pas l'avoir acheté en relié. Mais voilà, c'est pas le coup de cœur comme sur Secret Shanghai, la première saga de Chloé Gong. Après, je me rappelle que j'avais été un peu mitigée à la lecture du premier tome de la saga, donc c'est Plaisir Violent. Donc j'ai quand même envie de lire la suite parce que je sais que Chloé Gong, elle a une facilité à vous happer quand les événements commencent à arriver, voilà, et vous happer dans l'action et vous êtes là genre oh, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vraiment des réactions qui sont intenses, j'ai envie de dire, et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi sur la fin de ce livre. Donc j'ai bon espoir que le deuxième tome soit très très bon. Et voilà, c'était un peu mitigé, mais c'était quand même très bien. En fait, je me rends compte qu'à part Cadavreski, il n'y a rien qui était mauvais ou que j'ai pas aimé. C'est juste, je m'attendais à aimer plus. Vous comprenez un petit peu ou pas? Ensuite, on va parler de ça. Il s'agit de Rendez-vous avec la ruse, donc le tome 5, je crois, des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. J'écoute cette saga, vous le savez, j'essaye de rattraper mon retard, puisque bientôt va sortir le 10e et dernier tome. Alors je dis bientôt, je crois que c'est en début d'année prochaine. Enfin l'année prochaine en tout cas. Donc là j'essaye de lire les 9 tomes, j'en suis déjà à 5, ce qui est quand même vachement chouette. Je m'étais donné comme objectif cette année notamment d'avancer dans les sagas de celle-ci et du Sorceleur. Le Sorceleur j'ai un peu mis en pause, mais je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. C'était très cool, et très étonnamment dans ce tome là on a vraiment un focus sur le fil rouge et pas vraiment sur l'enquête. Enfin les deux se mêlent, mais on a un vrai focus quand même sur le fil rouge de l'histoire, qui est donc arrivé à Samson quand il était policier et qu'on l'a piégé et qu'il s'est retrouvé obligé de s'exiler. Et je vous avais dit dans un tome précédent que ça m'avait un petit peu embêté que ce soit aussi présent, mais dans ce tome là ça m'a pas du tout embêté. Alors je vous récapépète pour les gens qui se souviennent plus de quoi ça parle. On est dans un petit village du Yorkshire et on a deux personnages principaux. On a Samson qui est un enfant du village qui est parti en disgrâce, qui était policier à Londres et qui s'est fait piéger et qui a été obligé de fuir, et donc il est revenu dans son village natal même si on l'a pas accueilli à grands bras ouverts, et a monté une agence de détective. Agent de détective dont le local en fait appartient à Delilah, qui est notre deuxième personnage principal, qui elle a vécu un divorce horrible, qui est un petit peu la fille chérie du village, enfin de la ville parce que c'est pas vraiment un village Broadcliff, et qui elle a monté une société de rencontres en fait, voilà, de matrimoniale. Et la première enquête de ces deux personnages va commencer lorsque des clients de Delilah vont être tués, et du coup elle va demander à Samson de l'aider, et finalement c'est elle qui va un petit peu l'aider, et comme ça va se nouer leur collaboration amicale, voire plus, et aussi professionnelle, et donc c'est comme ça qu'on a les détectives Yorkshire. Donc il y a vraiment ce fil rouge sur qu'est-ce qui s'est passé avec Samson. On commence à en apprendre beaucoup plus. En fait tout ce qui a été tissé commence vraiment à prendre forme, mais j'ai trouvé que ça avait été très bien intégré dans l'enquête et que du coup ça faisait pas prédominant, et que c'était quand même intéressant de le mettre. On n'est pas vraiment sur une enquête à proprement parler, puisque la personne qui se fait tuer vraiment presque à la moitié du bouquin, mais étonnamment, d'habitude ça me dérange, là ça ne m'a pas dérangé. J'ai passé un excellent moment d'écoute avec les détectives du Yorkshire. Je vous le rappelle, c'est narré par la voix française de Bridget Jones,
qui est juste mon film référence préféré de tous les temps. Donc c'est toujours un vrai plaisir de l'écouter. Je trouve qu'elle a vraiment un bon talent de narratrice. J'aimais beaucoup ses talents de doublage, mais là je trouve que cette... alors je crois qu'elle s'appelle Odile, cette doubleuse, elle a aussi un très bon talent pour narrer les histoires. Et si jamais vous avez envie de l'écouter, franchement cette saga elle est très très chouette, écoutée en audio. Et voilà, j'ai passé un excellent moment. Je vais lire sûrement le tome 6 dans les jours, semaines, mois, enfin voilà, cet été ce sera lu, écoutez sûrement même, et j'ai hâte de continuer. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup, qui est très très chouette et que je dévore petit à petit, et je suis contente finalement de l'avoir fait traîner un petit peu au début parce que là je peux vraiment lire les tomes assez régulièrement et en fait il se passe très peu de temps entre chaque tome. Je sais que par exemple le tome d'après se passe juste vraiment quelques minutes, quelques jours après et se déroule sur 24 heures, donc finalement c'est pas plus mal de pouvoir enchaîner les tomes comme ça avant d'avoir le dernier tome qui viendra conclure cette saga. Bref, c'est très très chouette. Je garde un petit niveau Cosy Mystery, je garde un petit truc pour Anna Swensen parce que c'est ma saga de cœur, mais celle-ci rivalise quand même pas mal. Ensuite on va parler de la fin de l'histoire des 7 sœurs. Alors vous avez un saga en série qui va très vite arriver. Ça va arriver, voilà, dans les semaines. Donc c'est le dernier tome que j'avais attendu de lire en poche, puisque tout simplement j'ai commencé cette saga en la lisant en poche avec 3 autres personnes et que on attendait que le dernier tome sorte en poche pour pouvoir lire la fin. C'est chouette d'avoir enfin la conclusion de cette histoire, puisqu'à la base cette sœur, ce sont 6 sœurs, pas 7, mais la 7ème arrivera bien plus tard, qui ont été adoptées par un riche mécène qui se fait appeler affectueusement Pas Salt, donc papa sel en gros, qui vivent dans une maison au bord du lac, alors je crois que c'est le lac Léman. Alors je sais que Margot Liseuse a dit que les Suisses n'appelaient pas ça le lac Léman, mais je me rappelle plus comment il s'appelle. Bref, le lac en Suisse. Leur père est assez vieux et il va décéder, et à l'occasion de son décès en fait, il va donner à chacune des coordonnées géographiques et un objet pour qu'elles retrouvent la trace de leur histoire généalogique, en gros. Donc retrouver leurs ancêtres, retrouver leur famille, retrouver leurs racines, ce qui s'est passé, et on va être sur une double temporalité, toujours avec Lucinda Riley, c'est un petit peu sa marque de fabrique, le présent sur chaque sœur, puisque chaque tome est consacré à une sœur, et le passé sur une de leurs ancêtres. Ça dépend, des fois c'est leur grand-mère, des fois c'est leur arrière-grand-mère, des fois c'est encore plus loin, bref. Et qui va les amener à retrouver la dernière sœur, puisque il y a un tome quand même qui s'appelle comme ça, donc ça va, je vous fais pas trop de spoil. Et dans ce roman-là, qui est donc la fin, on va avoir toutes les réponses à nos questions. Qui est vraiment Pas Salt? Pourquoi a-t-il adopté toutes ces filles? Pourquoi elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Et on a la fin, voilà, la conclusion de toute cette histoire. Après des pages et des pages, puisque chaque tome fait à peu près 1000 pages en poche. Alors je crois que ceux du début sont un peu moins conséquents, mais les derniers c'était 1000 pages. C'est un livre qui a été écrit par le fils de Lucinda Riley, donc Harry Whittaker, qui a repris les grandes lignes de sa mère qu'elle lui avait laissées. Puisque malheureusement Lucinda Riley est décédée il y a quelques temps et n'a pas pu terminer son œuvre. Mais j'ai retrouvé quand même la plume et la façon de narrer les choses de sa maman. Alors, deux choix. Soit sa mère lui avait vraiment donné beaucoup d'explications et avait déjà bien dégrossi le texte, soit c'est la traductrice qui a repris ses... comment dire, ses façons d'écrire, parce qu'en fait forcément la plume, oui, d'un auteur, mais une plume traduite n'est pas véritablement fidèle, puisque chaque traducteur va apporter sa patte et sa façon d'écrire à un texte. Ce qui fait que je trouvais que la comparaison entre les deux ne m'a pas dérangée, j'ai pas eu l'impression vraiment d'un choc de deux écritures différentes, parce que je pense que la patte de la traductrice, voilà, compte pour beaucoup. Quoi qu'il en soit, c'est mon tome que j'ai le moins aimé dans cette saga, parce que on sent que voilà, il faut combler les trous, il faut raconter ce qui s'est passé, et il y a eu tellement de secrets et tellement de non-dits pendant 6 tomes que du coup tout déballer dans le dernier tome, ça me paraît un peu... voilà, c'était un petit peu du déballage, et je pense que en y réfléchissant, j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus dilué dans tous les tomes, et que même si les grosses révélations n'arrivent que dans le dernier, qu'on ait quand même moins ce côté où en fait on va blablabla, tout nous ressortir, tout nous donner. Et ça, je trouve ça un peu dommage. C'était une super lecture, hein. Franchement je me suis régalée. Cette saga, je l'adore, je vais vous en parler dans le saga en série, c'était trop chouette. Mais il y a ce côté, voilà, où c'était un petit peu
trop d'éléments, trop de choses, de secrets, de machins qui étaient dévoilés d'un coup. C'est un peu dommage. J'ai été quand même très contente de savoir qu'est-ce que allaient devenir en fait ses sœurs, ce qui s'était passé, la fin. C'était chouette, c'était doudou, c'était une belle saga et c'est quelqu'un de talent qui nous a quittés parce que Lucinda Riley c'est une conteuse merveilleuse et je pense que ça a dû être très, très touchant, très émouvant pour son fils, de finir cette saga et voilà, de clôturer un chapitre énorme dans la vie de beaucoup de gens parce que cette saga elle a énormément de succès et qu'elle a touché beaucoup de gens. Donc voilà, c'est un moment émouvant quand même si c'était pas mon tome préféré, c'était un moment très émouvant et je suis très contente de l'avoir lu. On va passer à mes 2 romans préférés de ce mois-ci. Alors je ne sais pas comment les... Voilà, ça fait 5 minutes que je regarde mes livres, je me dis lequel je mets en premier, lequel je mets en deuxième. Alors je ne vais pas les classer, ce sera ex aequo, mais je vais quand même prendre celui-là là pour vous en parler. Mais franchement je pense que ex aequo. Alors, Les Aventuriers de la Mer, je vous avais dit que j'allais commencer cette saga, j'ai tenu ma parole. J'ai enfin continué l'univers de l'Assassin Royal avec cette nouvelle trilogie qui en français se comporte de 9 tomes, mais je vous l'ai dit, allez voir ma vidéo, ce sera plus clair à ce sujet. Moi je considère qu'une œuvre doit être lue comme l'auteur l'a pensé. Or l'auteur a pensé que ces 3 tomes là étaient un seul tome unique. Et ça permet d'avoir une vision plus globale de l'histoire, puisque par exemple, le tome 1 ça va être une introduction au monde, le tome 2 ça va être un ventre mou, et le tome 3 c'est là où il y a toute l'action. Puisque c'est un seul et même tome et qu'un seul et même tome se comporte toujours d'une mise en contexte de l'intrigue, d'un développement un peu plus lent de l'intrigue et ensuite de gros événements à la fin qui font bam 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 boum. C'est ça un livre. Et du coup si vous ne le lisez pas d'une traite, voilà, c'est normal qu'il y ait certains tomes qui soient vraiment très inégaux puisque c'est pas un seul tome, ça se lit d'une traite. Donc j'ai lu Les Vaisseaux Magiques, Le Navire aux Esclaves et La Conquête de la Liberté qui correspondent au tome qui s'appelle en anglais, je vais vous dire ça, Ship of Magic, voilà, le vaisseau magique, le vaisseau de la magie, bref. C'est donc un univers qui est un peu parallèle à l'Assassin Royal, on a des références à l'Assassin Royal, enfin pas à l'Assassin Royal même, mais on a des références au duché, et d'ailleurs ça me fait très rire parce qu'ils considèrent que ces gens-là c'est un peu des rustres quoi, et ça me fait beaucoup rire qu'ils critiquent, du coup c'est très autodérision en fait et j'ai beaucoup aimé. Mais on va suivre quand même de nouveaux personnages, notamment la famille Vestrit qui se compose en très grosse partie surtout de Althea qui est donc la fille du capitaine qui est vieux, qui se meurt et qui est donc le capitaine de Vivacia qui est un vaisseau magique qui a été conçu dans un bois sorcier un peu particulier et au bout de 3 générations qui meurent sur le bateau prend vie. Or son père c'est la 3e génération, donc Althea elle sait que la Vivacia elle va prendre vie. Elle est l'héritière toute désignée de son père vu qu'elle a toujours vogué avec lui sur les flots, qu'elle a appris voilà, à être un marin. Et en fait finalement le navire va revenir à sa sœur aînée certes mais qui a jamais fait du bateau. Puisqu'elle s'est mariée avec Kyle qui n'est donc pas techniquement un Vestrit mais qui est un homme et qui va prendre le rôle de capitaine, ce que Althea va ne pas beaucoup apprécier. Surtout que Kyle est un personnage absolument détestable. Alors au tout début, je me disais, oh, je lui trouvais quand même certaines excuses, plus ça va, moins je lui trouve des excuses. Plus je trouve que c'est vraiment une personne horrible. Et du coup, vous avez donc Althea, Kyle, et vous avez Yémin, qui est le fils donc de Kyle, qui lui est un vrai Vestrit, puisque c'est le fils de la sœur d'Althea, par le sang c'est un Vestrit. Sauf que Kyle, lui, ce qu'il veut, c'est être prêtre. On l'a envoyé à la prêtrise, parce qu'il avait une difformité, je crois. Et on l'en sort, parce que Althea, elle est un peu ingérable, et du coup, Kyle, il est obligé d'avoir un Vestrit à bord pour que le vaisseau lui obéisse. Et du coup, il va aller chercher son fils, il va le récupérer, il va lui dire, tiens, tu vas devenir un marin. Sauf qu'en fait, lui, il a pas du tout envie. Lui, il était très bien chez les prêtres. Et du coup, il va se retrouver dans un espèce tout le temps de dilemme moral entre sa foi, entre ce qu'on lui demande de faire. Et ça va être très dur pour lui. C'est vraiment un personnage qui est constamment en conflit avec lui-même, qui est constamment en train de se demander quelle est la bonne chose à faire. Ce qui me fait beaucoup penser à Vérité dans la première trilogie de l'Assassin Royal. Et Vérité c'est mon personnage préféré, donc vous vous doutez que j'aime beaucoup Yémin. Althea c'est une fille qui
a ses raisons de dire ce qu'elle dit et de faire ce qu'elle fait, mais qui en fait un peu trop et qui est un petit peu trop capricieuse à mon goût. Ce qui fait que je l'aime bien, mais pas comme Fitz ou pas comme Ketriken ou Patience, ou voilà, c'est pas des... Il n'y a que Yémin qui pour l'instant vraiment fait naître quelque chose d'affection en moi. Bon, c'est le début de la trilogie, hein, mais je suis pas attachée autant que l'Assassin Royal. L'Assassin Royal, vraiment, je suis hyper attachée aux personnages, je les adore, je les trouve formidables. Mais là, voilà, j'aime beaucoup Yémin, mais les autres personnages, j'ai un petit peu plus de mal à m'y attacher. Ça reste quand même une excellente lecture, vraiment je passe un très bon moment, je trouve que Robin Hobb c'est une autrice vraiment d'un talent exceptionnel. Alors c'est de la fantaisie adulte, c'est de la fantaisie qui demande beaucoup de concentration. Si vous n'aimez que le young adulte et vous aimez quand c'est pas trop creusé et que ça va un petit peu vite, vous lancez pas dedans, vous allez détester, je vous le dis, voilà. Par contre, si vous aimez les histoires vraiment de fantaisie épique et adulte, allez-y, c'est trop bien. Donc voilà, je lirai l'équivalent du tome 2, donc les tomes 4, 5, 6 au mois de juillet. J'ai déjà commencé mon écoute. Mais bon, ça on en reparlera la prochaine fois. Et du coup je compte bien continuer et dégommer cette saga pour continuer dans l'univers de l'Assassin Royal que j'aime d'amour. Et le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, ça a été un vrai coup de cœur. Vraiment, je savais qu'il allait me plaire, mais ça a été un vrai coup de cœur. C'est le premier livre que j'ai lu en juin, ça s'appelle Rendez-vous sur l'île de l'horloge, c'est écrit par Meg Schaffer et c'est publié chez Nami. Vous le savez, cette maison d'édition, vraiment c'est coup de cœur sur coup de cœur, j'aime trop. Alors il y a des livres que j'aime moins, mais je trouve que leur ligne édito elle est juste tellement douce, tellement belle, tellement apaisante, tellement cosy que je me régale à chaque fois. De quoi ça parle? En fait, on va avoir Jack Matterson qui est un auteur un peu populaire, un peu à l'instar, vous savez, de J.K. Rowling avec Harry Potter, et qui a écrit une très grosse série de livres qui s'appelle L'île de l'horloge et que les enfants Potter, adoré et on grandit avec, et ce qui fait que maintenant vous avez des adultes qui ont tellement grandi avec cette série qui sont encore fans de l'univers de l'auteur et compagnie. Et certains d'entre eux, je crois qu'ils sont 4 ou 5, vont recevoir un ticket d'or pour en fait faire une chasse au trésor sur l'île en compagnie de l'auteur et gagner le manuscrit du dernier livre qui n'a jamais été publié. C'est dans ce contexte que Lucie, qui est une... comment vous expliquer ça? Entre ATSEM et assistante sociale, voilà. En fait, elle intervient dans les écoles et elle a pris sous son aile un jeune petit enfant qui s'appelle Christopher, qui est ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil, et elle souhaiterait bien l'adopter, sauf que sa situation personnelle, que ce soit son travail, elle vit en coloc, elle a pas beaucoup d'argent, et fait que les vraies assistantes sociales ne souhaitent pas lui donner la garde de l'enfant. Et donc elle va aller sur cette île, puisqu'elle partage son amour de cette saga avec Christopher qu'elle a recueilli chez elle quelque temps. Elle lui fait lire ses livres et du coup elle y voit un petit peu peut-être la chance pour elle de gagner beaucoup d'argent en revendant le fameux manuscrit si elle gagne et pouvoir adopter Christopher. Il se trouve que chacun des personnages qui a été choisi pour venir sur l'île a déjà rencontré l'auteur quand il était petit, a déjà eu une interaction privilégiée avec lui, et donc en fait c'est un auteur qui s'est rappelé de ces enfants là qui étaient en détresse et qui sont venus le voir et qu'il a essayé d'aider pour en fait leur donner une nouvelle chance en tant qu'adulte parce que leur vie est toujours pas ouf, et du coup c'est comme ça que va commencer cette chasse au trésor. C'était génial, c'était génial, je sais pas quoi vous dire de plus, j'ai passé un moment exceptionnel, je me suis régalée à chaque chapitre, c'était très doux, c'était très beau, il y avait des moments très intenses, il y avait des personnages qui avaient beaucoup de fêlures, beaucoup de côté un peu torturé, mais dans une bienveillance et une douceur qui fait qu'en fait c'était beau à lire, et chaque personnage grandit à côté de l'autre, grâce à l'autre. On a cette relation entre Lucie aussi et Christopher qui est adorable, vraiment cette relation avec ce petit garçon que je trouve vraiment formidable, et cet auteur bienveillant qui essaye d'aider ses enfants qu'il considère presque comme les siens, même s'il les a vus qu'une fois, mais avec qui il a échangé, et il se fait un devoir d'essayer de les aider. C'était trop bien. C'était trop bien, vraiment je l'ai adoré. Si jamais vous n'avez pas les finances pour acheter du Nami parce que c'est pas donné, attendez qu'il sorte en poche, mais lisez-le, il est tellement bien. C'est tellement doudou, c'est tellement réconfortant. Et c'est doudou, réconfortant sans être de la fantaisie asiatique, vu que là on est sur un truc très américain. Mais c'était trop bien. C'était trop bien, voilà. J'ai adoré ce livre. Vraiment c'était un grand bonheur de le lire. Donc voilà, je vous le recommande à 1000%. On est arrivé à la fin de ce bilan du mois de juin, voilà. J'ai beaucoup parlé, donc je pense que je vais avoir pas mal de montage à faire. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji horloge, sablier ou quelque chose comme ça pour l'île de l'horloge.
Et puis évidemment un grand merci pour votre soutien, vous allez le voir, les vidéos face cam vont être de moins en moins présentes puisque j'ai décidé de me prendre du repos pour ces vacances et de faire plus de formats vlog qui seront moins chronophages pour moi, mais je vous en parle dans le premier vlog de l'été. Donc voilà, un grand merci pour votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.